Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Donc bonjour à tous pour ce nouvel épisode en duo où j'ai la joie d'accueillir Nicolas Bortolin que j'ai rencontré en 2021 je crois et que je suis vraiment ravie d'accueillir parce que Nicolas il a un parcours à la fois très particulier, très polyvalent, entre les mondes. Donc je vais te laisser te présenter Nicolas parce que là en fait je me dis mais comment je vais pouvoir mettre des mots sur son parcours. Mais en tout cas je suis ravie de passer ce moment avec toi et que les gens puissent te découvrir et découvrir ton approche et les projets que tu portes. Ok, bien, ben merci écoute, de ton invitation. Et donc original, je vais faire la présentation. C'est vrai que j'ai un parcours atypique, mais avec une ligne directrice qui se résume en deux mots, je dirais, guérison et harmonisation avec la nature. Mm. Donc, petit, si je fais une synthèse, petit, il y a, une grande sensibilité chez moi et je trouve avec la nature un appui, une ressource qui me permet, d'être en confiance et avec une stabilité du lien qui fait que la nature, elle est telle qu'elle est. Il n'y a pas de superflu ou quoi que ce soit et un arbre, il va être puissant et dégager sa puissance sans vouloir m'écraser ou me valoriser. Il y a une justesse qui est là, en fait, et qui m'a toujours motivé, qui me motive toujours encore. Et donc j'ai grandi avec ça et dans les points un peu clés, à 20 ans, je rencontre une personne sur une fête médiévale, donc c'est un peu original et cette personne-là, me fascine dans le sens, elle travaille à La Défense à Paris et en même temps, elle est plongée profondément dans le druidisme. Et là, je me dis: «Waouh, c'est extraordinaire d'être, effectivement, à la capitale, dans un endroit particulier et d'être avec une valeur reliée à la nature et une philosophie qui m'explique, dans le sens qu'il reste à cette place-là, dans la matrice, si je peux dire et en même temps et ça lui permet d'orienter, dans la mesure de ce qu'il peut, un peu les dossiers, d'en activer, d'en ralentir et d'être acteur donc dans le système, heu, pour nourrir la nature, en fait. Et donc, là-dessus s'ouvre pour moi, bah, depuis ce moment-là, en fait, la voie du druidisme et de comprendre qu'est-ce que c'est le druidisme, nos origines aussi, hein, en France, en Europe. Et donc ça a guidé mon fil de parcours avec, ensuite une continuité dans les plantes médicinales avec, des clients comme, Boiron, Herbalgem ou d'autres personnes, d'autres sociétés comme ça. Et puis la culture des plantes médicinales en biodynamie, donc avec cette magie de la biodynamie, on verra si on en parle un petit peu et on est allé loin dans ce sens-là de la biodynamie. Et puis un voyage, de 8 mois en Amérique latine pour aller voir la biodynamie, bah, dans un autre continent, en fait, avec une autre culture. C'est pour ça qu'il y a ce fil conducteur et en même temps, j'ai essayé d'explorer avec d'autres visions parce que suivant une culture, la même chose va être vécue, va être vue différemment. Et donc c'est là-dessus que j'ai beaucoup, beaucoup appris là-bas. Et puis je suis revenu après en France et c'est là que je me suis installé de façon officielle, en tant que thérapeute suite à une rencontre, et on en parlera un peu plus, je crois, sur l'Atlas. Donc je l'avais vécu moi en mécanique et puis je l'ai vécu en vibratoire et je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire» et puis je me suis formé et j'ai remanié encore ce process pour, pour l'équilibrer encore, j'ai envie de dire et le déployer. Ça fait 10 ans que je fais ça avec grande, grande joie, donc pour l'évoquer plus et juste pour finir cette première boucle de présentation là, à l'heure actuelle, là, il y a un projet qui me tient à cœur. Donc il y a un film, sur un thème de la guérison et il y a aussi, un projet issu de la nature, pour la nature, hein et donc d'aller informer l'eau d'irrigation pour l'agriculture qui est la base de l'humanité quand même, d'aller accompagner l'agriculture
à moins consommer d'eau, à être dans moins d'intrants, à permettre aux agriculteurs et donc aux plantes d'être peut-être plus zen, si je le traduis très rapidement, pour moins consommer. Hein. Comme un humain qui va être plus zen, il va être moins stressé donc, et il va moins consommer d'oxygène, de sucreries, d'aliments divers et variés, et être dans une croissance physique, si c'est encore le cas, ou en tout cas plus énergétique ou spirituelle, beaucoup plus grande. Mmh. Waouh, génial. Voilà pour faire une boucle de Merci, présentation. Nicolas. Donc, en fait, au tout début, tu as rencontré le druidisme et tu es devenu, comment on dit, herboriste ou en Alors plan? exact. Ouais, si on reprend Ok. depuis le début par les étapes comme ça. Donc, si je rentre un petit brin de plus, petit, j'étais malade, allergique au pollen, à carien, à plein de trucs comme ça et j'ai compris plus tard que c'était, une hypersensibilité, en fait, qui fait que j'étais réactif à beaucoup de choses, en fait. C'est comme si mon canal était trop, ouvert et je captais trop d'informations, en fait et donc mon corps saturait de cette masse d'informations et donc j'ai appris au fur et à mesure à réguler on en parle peut-être un petit peu, mais mes corps énergétiques aussi, pour percevoir moins d'informations, en percevoir moins, mais aller plus à l'essentiel. Hein, c'est là-dessus que j'ai développé aussi toute mon approche. Moins, mais mieux, quelque part. Ça peut être un leitmotiv aussi. Et donc, de capter moins d'informations et plus l'essentiel m'a permis d'aller faire des études dans les plantes, justement, et d'aller à l'école européenne d'herboristerie de Bruxelles aussi, pour étudier l'herboristerie, être diplômé, tu vois, et partir sur une base très concrète en relation avec la nature. Donc l'herboristerie et puis l'aromathérapie parce que je trouve que les huiles essentielles sont aussi, assez extraordinaires. Donc ça, c'était à l'Anderplam à Montpellier, avec des personnes aussi assez incroyables. Donc Génial. ça, c'est une base, tu vois, bien concrète et puis j'ai continué, en fait, c'était ouvert pour moi et donc j'ai creusé la question avec l'homéopathie, les élixirs floraux et puis de mieux comprendre encore la nature avec, les plantes bioindicatrices. Ça peut être intéressant ça aussi pour les personnes de mieux comprendre un sol, comment il fonctionne et un écosystème en fait, en observant les plantes qui y poussent naturellement. Et donc, par exemple, un pissenlit, tu vois? Une plante un peu classique, hein, il va être là, lui, et je pense que tout le monde a cette image-là quand même du pissenlit qui a une fleur très jaune, très solaire, sur une tige comme ça, hein. Et puis avec une rosette, donc des feuilles qui sont assez puissantes et une racine pivotante, hein. Je pense que tout le monde a cette image-là. Et bien lui, il vient dans un sol pour aller, digérer la matière organique qu'il y a dans le sol, un peu lourde, tu vois? Avec sa racine puissante et cette qualité solaire qu'il a, il vient, digérer, tu vois? Alchimiser un peu plus dans le sol quand c'est un peu stagnant et un peu lourd. On le voit, le pissenlit, il y en a découvert des fois dans des pâturages de vaches un peu intensifs. Tu vois? Il vient aider à digérer toute cette matière qu'il y a en trop. OK, donc ça, c'est sympa, je trouve et en même temps, on peut le transposer directement à l'humain. Le pissenlit, quand on mange, des feuilles qui sont plutôt amères ou la racine plutôt en décoction, eh bien, ça vient nettoyer notre foie. Notre foie qui, des fois, peut être saturé comme un sol que je viens d'évoquer qui peut être saturé et c'est là qu'on voit la relation de comment la nature, réharmonise la nature elle-même en permanence, en régulant avec peut-être une super conscience là-dessus et comment elle peut être bénéfique à notre corps si on sait bien l'observer, l'écouter. Waouh, génial. Ok. Donc ça, c'était toute une première phase. Et là, tu accompagnais déjà des gens en individuel ou tu travaillais surtout avec les entreprises dont tu as parlé, etc. Alors là, j'ai retravaillé beaucoup avec les entreprises que j'ai pu parler, voilà, de Boiron, et cetera et puis après en biodynamie, donc on les cultivait pour desservir une 150 biocopes environ en France et donc je faisais quelques soins, mais c'était un officieux, tu vois? Je Yes. pouvais un petit peu enlever les douleurs, le feu, ces choses-là, tu vois? Je tâtonnais un petit peu parce que je savais pas trop encore comment gérer moi ma sensibilité, tout ce que je percevais et je voulais pas prendre les charges, moi en fait, hein. Donc il y a eu un peu, en 1er lieu, plutôt tourné vers la nature et la compréhension de la nature et comment elle-même, elle gère de façon pragmatique les choses, mais aussi d'un point de vue énergétique, ce qui se passe quand, je vais dans une forêt ou quand je vais dans un lieu qui est en biodynamie ou un lieu en bio ou un champ conventionnel. Tu vois? Déjà réapprendre comment je me sens en fait dans ces ambiances. Hmm. Ouais, te remettre dans l'écosystème. Exactement. Avec des paramètres que je peux gérer. Tu vois? En tout cas, si je suis dans ce lieu-là, d'accord, je me cale, je vois que c'est en biodynamie, je comprends un peu, mais aussi je me permets de ressentir avec moins de paramètres que, quand j'étais enfant, tu vois? Où j'étais, trop ouvert quelque part et là, de plus déjà focalisé. Donc ça a été tout cet apprentissage-là, de réussir à me dire: «OK, je suis là et je suis peut-être, juste là et donc je vois qu'est-ce que je ressens autour de moi juste». Génial. Et quel a été le déclic pour t'autoriser à prendre la posture de thérapeute, etc. Est-ce que c'est juste l'Atlas et tu t'es dit, en fait,
pour ça, je m'autorise et j'y vais? Ou il y a eu Ouais. aussi tout un process, j'imagine. Eh ben, c'est une belle question dans le sens que, ouais, ouais, c'est vrai, je trouve que, tu vois, des fois, il y a des personnes qui ont tout un mur entier de diplômes et ils se sentent pas dans une qualité de thérapeute, tu vois. Et des fois, il y a aucun diplôme et ça y est, il y a une posture qui est là, en fait. Thérapeute, dans ce que j'avais lu comme étymologie, c'est thérapotos, ça vient, et ça veut dire qui relie à Dieu, qui relie au divin. Donc, tu vois, là, l'étymologie est sympa, je trouve, déjà, de la repositionner. Et donc, ça dépend de soi, comment on a reconnecté soi-même, déjà, hein, pour accompagner l'autre vers cette reliance-là. Et donc, moi, il y a eu un premier niveau important, bah, c'était quand je produisais les plantes médicinales en biodynamie, où on œuvrait un peu comme Findorn ou Perelandra, si certains connaissent. Et bien là, on était aussi dans cette co-création avec la nature. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vivre le fait de vivre ma sensibilité intégrée dans la société. Tu vois, je pouvais m'autoriser à quelque part ne plus être dissocié entre ma sensibilité, ma spiritualité qui était aussi un peu dans la découverte, mais cette sensibilité première, elle était complètement au service de ce lieu où on était 4 à produire les plantes médicinales, qui était intégrée dans le système pour desservir 150 Biocop qui allaient vendre à des clients, et cetera, tu vois? Et ça a été un point, hyper important pour sentir une légitimité, mais sentir une cohérence dans le sens vis-à-vis de moi-même déjà, que je peux vivre cette sensibilité et qu'il y aura la place pour la vivre dans cette société. Et c'est Mmh. vraiment ce que je crois, c'est ce que quelques années avant m'avait montré cette personne dans le druidisme qui travaillait à la Défense à Paris. Là, j'en faisais moi-même l'expérience, en fait. Oui. Et et quelque part, ça se passait bien. Tu vois, la croyance qui sautait que: «Ah maintenant je suis, en marche parce que je suis nananana comme ça». Non, 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 je peux m'intégrer et développer quelque chose qui va être intégré à cette société-là. C'était il y a 15 ans déjà, hein, donc je trouve que ça a bien évolué là-dessus, hein, mais je crois que c'est encore d'actualité de quand il y a un moment où à l'intérieur, ça se cale pour, ouais, j'ai ma place dans cette société telle que je suis, en fait, et je peux valoriser ma sensibilité ou valoriser tel ou tel paramètre qui me définissent, en fait. Mmh. Et de là-dessus, Génial. donc je suis parti en Amérique latine, j'ai vécu plein de choses avec, là aussi une culture qui est beaucoup plus libre, je trouve, et donc qui vit telle qu'elle est, en fait, beaucoup plus en tout cas. Il y a des choses chouettes, des choses moins sympas, hein, évidemment. Mais c'est au retour, en fait, que, je donnais déjà quelques stages, bah, sur les esprits de la nature, justement, pour que les gens développent leur sensibilité et et puissent la mettre, au service, soit de la nature ou d'autres choses, mais soient plus précis dans leur, compréhension énergétique d'eux-mêmes pour mieux communiquer avec, là, c'était donc les esprits de la nature. Et bien, c'est là qu'il y a eu une rencontre sur l'Atlas, donc une 1re cervicale. Ce qui est assez dingue, c'est qu'elle s'appelle comme ça, comme un demi-dieu grec. Donc ça, je trouve ça assez épatant. Ensuite, on a Axis qui est dessous, hein, donc notre 2e cervicale, un peu comme l'Axis Mundis, l'axe du monde. Et puis après, il y a C3, C4, il y a que des numéros. Le dernier cursus que j'ai donné, il y a même des ostéos qui étaient là et qui me disaient que la nomenclature est en train d'évoluer pour même ne plus mettre ces noms-là. Atlas et Axis allaient passer en C1 et C2. Tu vois? Mmh. Donc même plus de noms et de termes comme ça, en fait, qui sont quand même bien, bien évocateurs, hein. Et donc quand j'ai reçu ce soin-là, je me suis dit: «Waouh, c'est extraordinaire ce que je vis». J'avais déjà des stagiaires, tu vois? J'envoie un mail à des stagiaires, comme je leur dis: «Est-ce que c'est cohérent pour vous de replacer des cervicales comme ça par le son?» OK, je voulais tester, tu vois? Parce que la méthode, c'est vraiment là-dessus, hein. Schumperli, à la base, il le fait en mécanique, mais là, la méthode que j'ai reçue moi, c'était une amie à Schumperli qui l'a fait avec des codes sonores en vibratoire. Et donc j'envoie ce message-là. Et 2 jours après, je reçois un message où là, il y a 2 personnes qui me donnent, les sous pour me payer la formation, en me disant qu'elles croient en moi et elles me payent la formation. Je l'ai pris pour un bon Ah, clin d'œil, pour que tu te formes à cette technique de rééquilibrage de l'atlas par le son, c'est pour ça? que je puisse me former, voilà, parce qu'elles me faisaient Waouh! confiance et que donc tu imagines le clin d'œil? Ça, Alors j'ai j'adore. dit oui, oui à ça évidemment, et c'est vrai que ça s'est ouvert très rapidement derrière, en fait. Je me suis formé, c'était très court comme formation, et puis ça a fonctionné derrière très rapidement dans le sens de je pense que j'étais mûr, tu vois? Avec une qualité, une disponibilité intérieure qui permettait à ce que l'autre puisse, heu, recevoir les codes et comment dire? Dire oui à la proposition de transformation qui est proposée, tu vois? Le mental est Génial. shunté parce que c'est des codes sonores juste avec des voyelles et une architecture particulière. Donc le mental, il a peu de prise et c'est en direct.
Donc voilà, s'il y a une confiance qui est là, et pour moi c'est un mot-clé, s'il y a une confiance qui est là, il y a un processus qui peut se mettre, qui dépasse complètement les personnalités, qui fait que, tac, avec le son, ça va résonner, et cette résonance-là amène à des prises de conscience, mais parfois c'est vraiment le corps qui va prendre conscience et se remettre dans son axe, se réaligner et vivre un processus. Génial. Est-ce que tu veux dire quelques mots justement pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ce soin de l'Atlas? À quoi ça sert? Quels sont ses effets? Je sais qu'on en a beaucoup parlé nous quand on s'est rencontrés. Ouais, Et puis du coup rapidement, enfin moi j'avais eu le message qu'il fallait qu'aussi une amie à moi reçoive le soin en même temps que c'est moi, vrai. donc ça Ah, a été très fort. Et donc c'est un soin aussi que tu donnes enfin c'est en plusieurs parties comme soin. c'est Donc voilà, ça. est-ce que tu peux parler un peu de ça, le process, les effets, même si les effets, j'imagine, sont différents chez chacun, mais Complètement, ouais. Ouais, pour présenter dans un historique, donc c'est Schumperli, René Schumperli, c'est un Suisse et c'est dans les années, 90, lui, qui après de nombreuses recherches, il arrive à se focus de l'atlas et il se rend compte qu'il est déplacé, donc décalé, tu vois? D'un côté ou de l'autre, cette vertèbre-là, chez 95 de la population, ce qui est quand même incroyable et il dit que tous les animaux aussi, sauf les dauphins et les baleines. Bon, j'ai pas vérifié sur les dauphins et les baleines, mais tu imagines la taille de l'atlas. Mais j'ai vu sur des chiens, des chats, un cheval, j'ai vu ça en fait. Voilà pour la partie, des animaux que j'ai vus et en 10 ans sur les humains, je suis à 95-97 de cet atlas qui est décalé en fait. Donc tout à fait dans les chiffres qu'il évoque, qui sont assez incroyables quand même. Donc lui, il a fait un livre d'environ 250 pages, tu vois, pour, les bénéfices qu'il voit et pourquoi cet atlas est décalé. Je pense qu'on peut vraiment se poser la question. Alors là-dessus, j'ai collecté 3 réponses. Il y en a peut-être d'autres, hein. La première, peut-être ça viendrait de la naissance. OK, de la naissance, c'est vrai qu'il y a un passage par voie basse qui contraint le corps et qui peut faire qu'il y a ça qui se passe et peut-être qu'il y a une gestuelle qui a été perdue. Tu vois, j'ai vu des images en Inde où ils secouent un peu les bébés droits comme ça et peut-être qu'il y a un réajustement à ce moment-là. Bon, cependant, les enfants nés par césarienne ont aussi l'atlas qui est décalé. Donc, théorie qui tient moyennement la route. Schumperli, lui, il voit une cause, alors on va dans un autre niveau directement là, il voit une cause extraterrestre. C'est-à-dire que lors de l'incarnation de l'âme dans le corps, il voit comme une force qui vient limiter les capacités humaines, ce qui se retraduit par le corps avec un axe qui n'est pas tout à fait axé, tu vois, mais qui est décalé et qui limite la qualité du flux en fait. Ok. Et la troisième que j'ai collectée, en général c'est celle-là qui fait beaucoup vibrer, là ça nous plonge en Atlantide. Et donc cette grande période de l'Atlantide, grand essor, mais aussi une chute qui a été difficile dans le sens de deux forces qui s'opposent, mais aussi des abus qui ont été faits au niveau énergétique. Donc une chute assez brutale et donc là, cette théorie-là raconte que, après cette chute, l'humanité qui a suivi a eu l'Atlas déplacé, décalé pour limiter les capacités et éviter de reproduire, entre guillemets, «les mêmes, bêtises», tu vois, qui ont été faites quand c'était trop ouvert. Bon, je sais pas si c'est vrai, en tout cas la leçon est belle, je trouve, et ce qui est intéressant, c'est que Atlas, donc le nom de cette première cervicale, Atlas, c'est un demi-dieu grec et c'était le premier régent de l'Atlantide dans les traditions grecques. mmh. Donc il y a quand même un lien, tu vois, avec les textes de Platon qui expliquent ça, en fait. Donc je trouve ça pertinent. Et donc quand on replace l'Atlas, donc avec cette technique, donc initialement Schumperli il a créé une technique mécanique, hein, c'est ça que tu m'avais expliqué, où il venait Exactement. tapoter avec une machine Ouais, c'est ça. Hein, donc c'est à cet l'Atlas endroit. potrilax et donc il vient vibrer les gros muscles qu'on a ici pour, toucher l'Atlas et le repositionner, en fait. C'est connu dans le monde entier et reconnu avec beaucoup d'effets bénéfiques pour, les acouphènes, les mal de dos, les mal de tête, beaucoup de systèmes. Le crâne et la moelle épinière passent par cette première cervicale, hein, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être en tension dans la nuque. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées aussi par ça, hein, par des douleurs dans la nuque, hein, et les céphalées, ce genre de choses. Donc lui, il a vraiment développé cette machine-là, qui est connue et qui continue à se développer. Et puis il y a une amie à lui, une femme qui a développé ça pour les animaux et pour les humains, mais de façon vibratoire, donc avec des sons, des codes sonores particuliers. Ok, génial. C'est Et donc là-dessus c'est qu'on avec elle que toi tu t'es formé.
Alors moi, c'était avec quelqu'un qui s'est formé avec elle. Tu vois, il y avait encore un intermédiaire. Ok. Ouais. Et Et ce donc, qui du était coup, tu passionnant, transmets ce soin aujourd'hui sonore pour, on dit rééquilibrer, hein, c'est ça, hein, pour rééquilibrer oui, la classe. ouais, rééquilibré, ouais. Et donc, c'est vrai que c'est une fois que j'ai reçu cette formation-là, je l'ai intégrée, j'ai trouvé génial et en même temps, j'ai voulu la compléter dans le sens d'une approche spécifique que je transmets, tu vois, de ces sons-là qui vont travailler sur l'atlas, axis, donc plutôt sur le haut de notre corps. Il y a d'autres codes qui viennent à d'autres endroits, du sacrum, coccyx, xiphoïde, tu vois, il y a des éléments clés du corps comme ça. Et puis, je complète avec une approche, je suis naturopathe aussi, donc avec une approche naturopathique, herboristerie, tu vois, pour bien mettre dans le corps et accompagner le processus. Et parler aussi des corps énergétiques internes. On en avait parlé un peu ensemble, il me semble. Donc c'est vrai que les corps externes, bon, voilà, quand on s'ouvre à ça, eh bien voilà, il y a les 7 chakras, il y a les corps énergétiques externes. Bon, OK, c'est un peu une base après. Et puis, ça fait partie du parcours que j'ai pas dû, mais j'ai fait une école à la médiumnité pendant 1 an avec une antenne québécoise et c'est là que j'ai découvert ces corps énergétiques internes. Et pour moi, ça a été une révolution parce qu'effectivement, j'avais, conscience et expérimenté ces corps énergétiques externes, mais à l'intérieur, comment y accéder? Comment déjà en avoir la conscience? Et ça a été une révolution. Et c'est vrai que j'ai complété ces sons qui amènent presque dans une petite transe Hmm. avec la combinaison après, une fois allongé, avec ses corps énergétiques internes pour aller voir le bon exemple, c'est une poupée russe. Hop, on ouvre et puis il y a encore, une poupée et puis encore et encore et encore. Et ben voilà, ça serait cette lecture-là à l'interne pour aller voir nos corps énergétiques qui sont en résonance avec les corps externes. C'est-à-dire que le corps physique, OK, c'est l'interface et puis le corps éthérique, donc juste après, le corps, physique comme ça, il est à l'externe, mais il est aussi en miroir à l'interne. OK? Et tout ça permet de comprendre et il le présentait comme ça, chacun son type de sensibilité et de médiumnité donc. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus capter avec leur corps énergétique externe, comme des paraboles, tu vois? Plus branchées vers l'extérieur. Donc là, c'est une médiumnité plus ciel, il l'appelait comme ça, donc de capter comme ça. Ou alors c'est plus une médiumnité intérieure et donc là, ça va être des personnes, plus avec des ressentis corporels, des ressentis internes, des intuitions, des choses comme ça. Et là, c'est plus une médiumnité interne. Et Hmm. donc le but qui était dans cette école, qui n'existe plus malheureusement, eh bien, c'était de faire la complétude des 2 en fait. D'autant maîtriser ses corps externes que ses corps internes. Voilà. Wow. Et donc ce soin qui rééquilibre au niveau structurel physique, qui ouvre aussi les perceptions, tu vois? Eh bien, je l'ai complété avec cette lecture-là des corps internes. Et les ressentis sont assez intéressants pour aller plonger plus en soi. Ça, on peut le trouver dans beaucoup de peut-être de traditions, de stages, tu vois? Mais d'avoir comme la compréhension aussi de plonger en soi. J'avais un copain qui a employé cette image-là du plongeur, c'était un ancien plongeur et les paliers qui est nécessaire. Tu vois? J'aime bien reprendre cette image-là de: «OK, je plonge en moi, hop et je suis au niveau de mon corps éthérique interne. Je continue à plonger plus profondément en moi et hop, j'arrive sur mon corps émotionnel interne». Et là, ça devient passionnant, je trouve, de faire ces paliers pour ne pas être, et je reviens par rapport à ce que je partageais au début, submergé d'informations. Tu vois, si j'ai un peu de conscience de les différentes structures, je peux m'économiser quelque part et être plus précis dans tel corps que je vais rencontrer plus spécialement, en fait. Oui, merci. Et c'est très juste, je me souviens, nous, quand on avait fait le soin, bah, en effet, quand le premier soin, j'avais senti tellement de choses au moment du soin sonore de l'Atlas. J'ai l'impression, surtout, je voyais la lignée de personnes derrière toi qui t'avaient transmis. Excellent. Enfin, c'était très étrange. J'ai l'impression que vous étiez 25 derrière moi, tu vois. C'était vraiment bizarre. Et puis ensuite, tu m'avais fait cette lecture qui était très juste, notamment mon corps émotionnel, etc., dont j'avais besoin à l'époque parce que j'avais cherché beaucoup de réponses, en fait, dans beaucoup de médecines. Et une personne m'avait dit, ah, en fait, ton problème de santé, là, c'est lié à l'émotionnel. Et toi, Mmh. tu m'avais dit ça, tu m'avais dit que mon corps émotionnel interne était très encrassé presque, en fait, et qu'il y avait besoin Mmh. de soutenir par les plantes un nettoyage, en fait, en interne de mon corps émotionnel. Ouais. Euh, Parce que c'était pas parce que ma capacité à gérer en quelque sorte mes émotions avait grandi, tu vois, pendant plusieurs années, que ce corps pour autant réagissait parce qu'il était toujours encrassé de mémoires anciennes. Mmh. Et donc dans ces cas-là, tu soutiens aussi avec bah, des prescriptions en naturopathie, etc. Ouais, c'est Enfin, pour ça. moi, ça avait été le cas.
Ouais, c'est ça, hein. Et c'est vrai que des fois, on peut faire avec des plantes, tu vois, pour le corps physique à proprement parler, ou après quand on va avec l'homéo, les élixirs ou suivant, ce que je vais sentir comme ça, on peut aller vraiment à ces corps-là, en fait. C'est Bach, hein, les élixirs floraux, c'est vraiment pour le corps émotionnel, hein. Lui, dans son discours, c'est vraiment, ça. Toutes les pathologies viennent du corps émotionnel. Yes, génial, super. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire, donc toi, tu as construit un soin en trois phases. Donc le premier, est-ce que tu veux nous dire les trois phases rapidement, à quoi ça sert et, et, et pourquoi tout le monde aurait besoin de se faire replacer l'Atlas? Ouais, ouais, ouais. Alors je le conseille, c'est vrai. Mais écoute, Luc Baudin, peut-être que beaucoup de personnes connaissent aussi Luc Baudin, hein, voilà, qui est un médecin qui a vraiment ouvert, l'énergétique et qui propose des choses, super, en fait. Il a fait pendant le début du covid, en fait, un manuel de entre parenthèses, vie, tu vois, pour le jeu de mots. Une trentaine de pages qui est assez simple, mais un bon résumé, je trouve. Et à la fin, il donnait 10 conseils. Et dans ces 10 conseils, eh ben, écoute, il y avait le repositionnement de l'Atlas. Donc, je trouvais ça plutôt sympa qu'il en parle aussi comme ça. Et je dirais que à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui se passent, qui bougent, qui évoluent de façon très pragmatique, en géopolitique, etc., mais aussi de façon énergétique. Et donc, ce repositionnement de l'Atlas permet d'être plus, à mon sens, tu vois, ancré dans sa posture, dans son rôle à jouer dans cette grande constellation familiale terrestre, où chacun a une place et peut-être à découvrir sa place, à assumer ce qu'il est en tant que tel. Et donc, quand chacun est dans son axe, c'est beaucoup plus simple de jouer sa place, en fait, d'être à sa place. Donc, là-dessus, je trouve que c'est super. Et puis, il y a la possibilité de soulager des maux, tu vois, comme j'évoquais un peu les céphalées, les douleurs de dos, les douleurs de nuque, des systèmes biologiques, tu vois, quand c'est limité, coincé dans l'axe principal, eh ben, ça va moins vite, les traitements physiques, mais aussi les traitements énergétiques. Et puis, il y a possibilité de développer ses capacités aussi, dans le sens que, là aussi, quand notre axe de Kundalini, je pourrais appeler, si je parle plus d'énergétique, tu vois, circule mieux, et donc il y a moins cette vrille de pincement en haut, et ben là aussi, ça va circuler plus vite, donc plus d'énergie, donc peut-être plus de prise de conscience facile, rapide, peut-être là aussi plus de libération rapidement, tu vois, comme un petit tuyau, bah, il y a un certain débit. Si le tuyau est plus important, il y aura un autre débit, hein, donc autant pour capter que pour libérer des choses aussi. Donc moi, ce que j'aime quand je transmets, autant d'un point de vue de la nature que dans ce soin-là et de comment je forme les gens à ça, c'est d'avoir une lecture qui est à la fois très claire, anatomique, presque scientifique, tu vois, très très concrète en fait, et puis de monter en subtilité pour aller comprendre aussi les enjeux qu'il peut y avoir, de pourquoi cet atlas est décalé chez 95% de la population, je le rappelle, c'est quand même incroyable, je trouve. Et d'ouvrir à d'autres choses pour, dans l'essence un peu qu'il y a, c'est aller jouer un peu les dauphins quelque part, d'émettre des sons, d'aller voir un peu les résonances qu'il y a et d'avoir ce feedback qui dépasse le mental pour ressentir la personne dans le soin. Génial, super. Et Voilà. donc aujourd'hui, tu formes des personnes à transmettre ce soin. Ouais, voilà. Ça fait 10 ans que je le pratique et puis là, j'ai senti que c'était vraiment l'heure de le transmettre pour que d'autres puissent le transmettre. Je sentais aussi que, et c'est une intention que j'ai posée, je voulais œuvrer avec peut-être plus de poids encore, hein, tu vois, participer à quelque chose d'encore plus. Et donc, de retransmettre ce soin-là, qu'il y en ait d'autres qui puissent le pratiquer, je trouvais que c'était super pour moi aussi me dégager du temps pour aller explorer, peut-être qu'on en parlera, une continuité, j'ai envie de dire. Et donc, qu'il y ait des personnes qui puissent accéder à ça pour qu'il y ait encore plus de personnes qui en bénéficient. Parce que pour moi, simplement, ça a changé ma vie, en fait. Autant le soin de Schumperli, mais que je trouve un petit peu raide, si je veux être jugeant, et qui est pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et ce soin-là qu'on parle, qui est plus vibratoire, mais j'allais dire aussi physique, aussi puissant, je dirais même encore plus précis, parce que j'ai pu voir des personnes, et c'était mon cas, repositionnées avec l'Atlas en mécanique, mais quand on passe dans le repositionnement avec le vibratoire, avec ces codes-là, en fait, eh bien, c'est encore plus précis que ce qu'on peut faire en mécanique, en fait. Hmm. Donc voilà, je peux que le conseiller, c'est sûr. Et là, qu'il y ait plus de monde qui se forme, eh ben, j'en suis vraiment ravi. Mmh. Ça me semble une Gé- nécessité, tu vois, pour continuer à évoluer et que, peut-être si j'extrapole un peu cette vision de l'Atlantide, eh bien qu'on reprenne ces mémoires-là, cette place, mais aussi cette puissance qui veut dire plus il y a de puissance, plus il y a de responsabilité, hein, donc d'être responsable et donc de réouvrir ces capacités-là
pour agir dans ce monde avec, avec plus de conscience. Mmh. Génial, merci. Et j'avais aussi envie de te poser une question. Je me souviens qu'on en avait discuté ensemble où tu m'avais partagé justement pendant ces séances à quel point en accompagnant les gens, tu avais vu que les circuits énergétiques internes, en fonction de là où on était né, souvent aussi en fonction des continents, étaient très différents. Et moi, je partage ça aux gens parce que moi, j'adore la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, etc. Mais parfois, j'ai observé qu'il y avait des subtilités Mmh. entre les médecines et les corps ne réagissent pas pareil. Bon, je pense qu'il y a aussi de l'héréditaire, etc. Mais par exemple, ici, moi, je suis accompagnée par un médecin tibétain qui me dit, bah, en fait, je ne prescris pas de plantes parce que même les plantes que j'utilise d'habitude, qui viennent du Tibet ou d'ailleurs, quand je les utilise ici en Bretagne, elles ont moins d'effet sur moi. Donc j'imagine que également sur vous, elles auraient encore moins d'effet. Et donc je pense qu'il a cette approche que tu as de reconnecter à l'écosystème et de se dire, bah en fait, parfois on a besoin de revenir à ce qui est local. Et donc je me souviens qu'on avait discuté aussi du fait que bah, chaque personne, en fonction de son origine, en fait, a un circuit énergétique qui était différent dans ce que tu avais vu. Est-ce que tu veux nous parler de ça et du coup de peut-être l'intérêt de, oui, faire des ponts entre les médecines, mais de quand même avoir une conscience que chacun a son mode d'emploi, quoi. Ouais, ouais, c'est une belle réflexion, c'est bien de l'entendre aussi de cette personne-là que tu m'évoques. Heu, c'est vrai que ça avait été flagrant avec une indienne, tu vois? Vraiment une indienne et donc avec l'atlas, je retrouvais, cette posture, tu vois? Qui était décalée, mais sa structure énergétique était vraiment différente, en fait, autant en physique qu'en énergétique et donc là, c'était, sur l'atlas, j'ai fait les quelques points, mais au niveau énergétique, c'était une découverte pour moi, en fait et c'est vrai que je pense que suivant où on est et nos origines, on a une expérience qui est différente. Tu vois, en Occident, on a une vision assez mentale et ça passe par là, quelque part, pour aller vers une spiritualité. Et en Orient, pardon, c'est sûrement l'inverse, en fait. Hein, il y a beaucoup de spiritualité, c'est comment remettre du sens avec des choses plus dans la matière et dans le respect de la matière. Tu vois? Parce que des fois, le corps est beaucoup éprouvé en Inde et nous, on n'a pas le même corps ici. Et peut-être qu'il y a un respect de leur corps à découvrir différemment et nous, une spiritualité aussi à découvrir différemment. Et donc les 2 s'apportent, mais je trouve que c'est intéressant de respecter chacun son corps ou ses corps. Tu as vu d'ailleurs, corps, il y a un S à la fin. Donc c'est sûrement que ça induit le fait qu'il y en a plusieurs. Là-dessus, j'ai une anecdote aussi il y a oui, dizaine ou quinzaine d'années, j'étais bien dans le chamanisme à une époque avec les festivals et beaucoup de connaissances, dedans et il y avait des chamans qui étaient venus de plusieurs endroits. C'était les festivals de Patrick Daquet, peut-être certains reconnaîtront dedans. Oui. Ouais, voilà. Il y avait beaucoup de chamans sur la fin, les gros festivals, il y avait 230 personnes du monde entier et donc là, il y avait plusieurs chamans qui étaient venus en Dordogne, celui-ci et ils étaient allés dans des grottes pour faire un rituel et donc ils avaient fait le rituel, puis assez rapidement, ils s'arrêtent et ils disent: «OK, donc nous, on peut vous transmettre nos rituels, mais là, ce qu'il y a à faire, c'est que vous-même, vous retrouviez vos rituels ou bien vous en réinventez. Mais c'est à vous à faire le job quelque part». Tu vois? Nous, on Mmh. va pas coller notre culture ici, en fait. C'est pas du tout ce qui est demandé par les esprits des lieux. Tu vois? Et Mmh. ça va avec les plantes que tu m'évoques, par rapport à ces tibétains, et c'est vrai qu'une baie de goji qui va pousser là-bas, s'il y a une baie de goji qui pousse ici, elle est pas du tout dans les mêmes conditions, donc elle va pas développer les mêmes forces, tu vois? Et c'est vrai que les plantes qui sont fortes, qu'on peut utiliser, notamment la sauge blanche, qui vient, d'Amérique du Nord, eh bien elle pousse à l'état naturel dans des conditions +30, +40 la journée, tu vois? Facilement et la nuit, ça peut descendre à -20. Tu vois? Dans des zones un peu désertiques comme ça. Donc c'est une plante qui va développer des forces, une énergie qui permet de résister à des amplitudes fortes, à des conditions difficiles et elle va nous aider à dégager des choses en nous qui sont difficiles comme ça, tu vois? Mmh. Et les Génial. anciens disaient que, si tu vis à un endroit, 1 kilomètre d'où tu vis, tu as toutes les plantes qu'il te faut pour te soigner, en fait. Parce que quand tu te poses à un endroit, eh bien tu vibres quelque chose. Et la nature va s'organiser. Donc, est-ce que c'est l'homme qui change la nature? Est-ce que c'est la nature qui change l'homme? Bah, c'est sûrement les 2. Donc, quand tu te poses à un endroit, tu rayonnes quelque chose et certaines plantes vont pousser, spontanément pour, réharmoniser, en fait, le lieu avec la nouvelle présence de la personne et puis la personne va pouvoir aller consommer pour s'harmoniser avec ce lieu.
OK. Ce qui fait que c'est pas anodin quand on déménage ou quand on change d'endroit. C'est parce qu'on est attiré et il y a une nouvelle expérience qui se met en place avec toute une nature, un écosystème, des végétaux, mais aussi d'autres humains et de tous les règnes au final. Mais, sur les plantes, vraiment, c'est très net et c'est très rapide. Génial. Et du coup, peut-être, ça peut nous amener à partager, toi, justement, ton expérience avec la musique des plantes et tout, qui correspond un peu à ça, à cette idée que la nature nous envoie des vibrations et vice-versa. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Ouais. Alors c'est vrai que c'est et ça rejoint le druidisme complètement qu'on parlait dans le sens de, OK, et je reprends cet exemple étant des chamans qui sont venus et qui ont dit: «Mais il faut retrouver vos propres racines quelque part et vos propres rituels, quitte à les réinventer» et je trouve que c'est une belle ouverture dans le sens de ne pas vouloir être, trop nostalgique, tu vois? De vouloir retrouver des rites qui étaient, il y a 2000 ans, peut-être 3000 ans, plus et qui ne sont, heu, sûrement plus actuels, en fait. Parce que la conscience a changé, parce qu'on n'a pas du tout la même société et donc on peut avoir des bases avec l'essentiel, mais de l'adapter, c'est superbe, je trouve et donc ce druidisme-là, pour moi, il permet de reconnecter à la nature, dans un sens concret, avec les plantes, la connaissance des plantes, avec la philosophie, la spiritualité qu'il y a, avec ses racines d'ici, en fait. Et en off, on discutait un petit peu pourquoi peut-être c'est moins connu ce druidisme, en fait. Eh bien, c'est un peu de la culture actuelle de c'est assez fun d'aller voyager à l'extérieur ou d'aller chercher des cultures extérieures, d'aller consommer des produits exotiques qui sont super intéressants, de baies de goji, mettons, que je disais, plutôt que notre baie d'églantier qui sont ici, qui sont très riches en vitamine C aussi, qui sont très à propos, qui poussent. Il y a plein de plantes qui sont superbes ici aussi, en fait. Seulement, c'est plus confrontant d'avoir à cueillir les choses ici et d'être avec l'esprit d'ici et tout le package qu'il y a au niveau de l'égrégore, tu vois? Quand on va chercher des choses exotiques, en fait, c'est, moins confrontant. Il y a 2 choses, je vois. Une, on va chercher des mémoires probablement dans les voyages et ça, c'est super et de 2, ça peut être moins confrontant que où on vit, où ça peut activer trop fort quelquefois, les mémoires qui se vivent là. Le druidisme dans l'histoire quand même a beaucoup souffert d'avoir été pourchassé et d'avoir été détruit par l'Église catholique qui est arrivée et qui n'a pas, voulu respecter en fait et qui a complètement, anéanti en fait et donc il y a toutes ces souffrances-là et donc j'accompagne des personnes des fois qui me disent: «Mais l'herboristerie c'est génial, ça me parle à fond mais j'y arrive pas. Quand je suis devant les cours, je me suis inscrit à telle école mais j'ouvre ça et j'ai un peu un bug». Ou alors je vais apprendre par cœur, mais je le ressens pas ou je le vis pas, en fait. Et je dirais quasiment à 100 c'est les mémoires qui sont là, qui sont difficiles pour la personne, qui sont pas encore conscientisées et qui la bloquent dans son élan d'aller dans cette voie-là. Mais aller dans cette voie-là, ça veut dire aussi reprendre tout le bagage qu'il peut y avoir, en fait, et réussir à la laisser, heu, passer en soi et le transformer au mieux possible. Hmm. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ça? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que pour l'Église catholique, c'était assimilé à tout ce qui est sorcellerie, etc. Et c'était vraiment mis dans le même paquet? Ouais. Et ça, je sais qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis ces dernières années sur ça. Les gens commencent à s'approprier un peu cet autre versant de l'histoire. Mais pour les druides, c'est moins public, entre guillemets. Je trouve qu'on en Ouais. parle moins. Mais est-ce que voilà, c'est le même phénomène qui s'est passé ou c'était même un peu en amont? Écoute, je te fais un petit historique comme ça sur un plan très linéaire, juste pour bien comprendre. Et c'est vrai qu'on peut prendre comme référence de base Stonehenge, tu vois, donc là c'est moins 4000-4500 ans, ça évolue encore. Hein. Stonehenge, donc en Angleterre, là je pense que tout le monde connaît, c'est des galithes qui étaient là avant les Celtes et qui seraient en place. Et ils découvrent encore, dans la dernière étude qui a été publiée, qui est sympa, je trouve, c'est qu'ils ont remodélisé Stonehenge en complet dans une pièce vraiment pour étudier le son et ils se sont rendus compte que Stonehenge est comme une, enceinte acoustique extraordinaire et donc c'est vrai que tu as les trilithes qui sont autour et puis il y avait les pierres bleues au centre, hein, qu'on peut retrouver ces pierres bleues en fait qui viennent de 300 kilomètres et quand on cherche les qualités, lithothérapiques de lithothérapie, je veux dire plutôt, de cette pierre, elle est propice à stimuler la mémoire des vies passées et à être vraiment dans ces plongées de son passé comme ça. Donc c'est fou d'aller chercher des pierres à 300 kilomètres pour les mettre dans cette, caisse acoustique en fait, hein, OK? Et ces pierres-là apparemment étaient frottées pour rentrer aussi en vibration, tu vois?
plus les rituels avec les chants faisaient qu'il y avait des vibrations et des vibrations. Et les vibrations, on sait ce que ça fait à un moment, quand il y a beaucoup de vibrations, et ben ça monte en énergie, ça monte en niveau. OK? Et sûrement que la science, est pas encore là-dessus, mais ça ouvre ce fait-là que les fréquences soient fortes pour aller connecter peut-être sur des plans plus élevés, plus subtils, avoir des prémonitions, enfin ouvrir toute la subtilité comme couvre la spiritualité comme ça, pour ensuite rediffuser ces informations-là au peuple, aux différentes contrées et cetera. Tu vois? Donc ça, c'était une parenthèse pour dire la magie, la puissance, la technicité, de ces peuples-là qui ont construit, en fait, hein. Donc Stone Age, on parle là-dessus et là, on avance, on est sur du proto-druidisme. C'est le terme qui a été nommé pour, dire les premiers druides. Bien que pour moi, ça date d'avant et je place juste un mot-clé qui est l'hyperborée, pour ceux qui sont un peu curieux d'aller creuser ça, qui serait la mer de l'Atlantide. Et donc on avance dans cette période-là et donc ça se développe, les druides, évoluent et il y a toute la classe, des bardes, ovates et druides qui se développe pour atteindre l'âge d'or environ à moins 800 ans, tu vois? Jusqu'à plus de 100 ans. Et Est-ce donc là, il y que a juste beaucoup Stone ouais, Age, on considère du coup que ça a été construit par des druides ou c'est curieux ça. on sait Personne pas sait trop? trop. Si je te dis moi un peu ce que je pense vraiment de comment ça a été fait, c'était avant les Celtes et c'est pour ça que je glissais ce mot-clé de l'hyperborée. Que la magie des Grecs, c'est qu'ils ont beaucoup romancé, tu sais, avec tous les panthéons et les histoires et donc ils parlaient d'un dieu grec qui partait en Hyperborée tous les ans pour aller se régénérer dans cette oasis de vie, en fait, qui correspond au pôle Nord. Tu vois? Et qui à Mmh. l'époque était le pôle Nord et donc une zone très protégée et avec une énergie assez incroyable. C'est assez surprenant d'avoir le Groenland aussi, hein, qui dans la traduction, c'est un pays un peu, vert et effectivement dessous, il y aurait, comme un territoire où il resterait des forêts tropicales. Tu vois? Il y aurait des traces de forêts tropicales sur le Groenland. Bon, tout ça pour imaginer que la Terre n'est pas figée dans comment on la connaît maintenant et que ça a pu beaucoup évoluer et qu'il y avait des lieux qui étaient complètement, magiques à certaines époques. Et donc ce Stone Age-là, pour moi, a été fait, avant, il y a bien, bien longtemps et est en lien avec cette hyperborée, en fait. Certains D'accord. disent, mais c'est juste pour ouvrir plus et on retrouve des personnes de grande taille ou des crânes de grande taille et donc, c'était eux qui seraient enterrés sous des lieux très particuliers comme ça, tu vois? Et qui, boosteraient au niveau énergétique. C'est comme si c'était les dieux, tu vois? Comme, mettons dans certains endroits, c'est les mémoires sumériennes, tu sais, qui sont très fortes avec les Anunnaki et cetera. Et ben, voilà, nous, il y aurait cette histoire-là aussi et ça serait comme des tombes royales, en fait, qui ont été ensuite sacralisées et qui sont devenues au fur et à mesure des temps, le temple, en fait. OK. Où sont ces zones particulières? Ce qui est bluffant, c'est que Stonehenge a échappé de peu et pour l'instant à le gouvernement qui voulait, construire une autoroute avec un tunnel sous Stonehenge, en fait. Alors moi, je connais des Anglais, il y a pas un trafic de dingue là-bas non plus, hein, pour aller dans cette partie-là sud-ouest de l'Angleterre. Mais tu vois, il y a un peu des sabotages quand même à l'heure actuelle, ou en tout cas d'aller récupérer de l'information comme ça, comme Karnak là qu'on parlait et tu n'es pas loin apparemment, qui a été, voilà, avec ses 39 menhirs. Alors, c'est pas les menhirs de Karnak, les classiques, mais quand même, pour moi, c'est une importance et c'est un peu attaquer ce patrimoine culturel. C'est vraiment dommage, quoi. Bon, voilà pour Stonehenge et ouvrir quelques pistes, je m'engage pas là-dessus, mais j'ouvre quelques pistes dans d'autres cultures qu'on trouve très riches, tu vois? Mésopotamie avec, tous les Sumériens et cetera. Nous aussi, on a une culture qui est très riche, en fait. Voilà, Génial, donc si je merci. reprends mon fil des proto-druides, moins 800, je raccroche le fil. Yes, merci. Moins 800 plus 200, c'est l'âge d'or, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clairières, beaucoup de druides qui communiquent entre eux, qui partagent et qui sont dans un essor, en fait, hein. Le théorème de Pythagore, pour donner un petit exemple, est utilisé dans des structures mégalithiques bien avant que Pythagore naisse. Tu vois? Donc Pythagore le reconnaît apparemment, il a été, initié par les druides. Bon, tout ça pour donner un petit peu l'image de la puissance de cognition qu'il pouvait avoir et en moins 300, il est raconté qu'en Irlande, il y a les druides, une clairière de druides qui s'est réunie et qui a vu, qu'il y a des choses bouleversantes qui allaient se passer et notamment qu'il y a, un gars particulier qui allait arriver, qui allait changer l'histoire du monde et donc de ce messie qui arrivait et ils l'ont prévu et c'était tout à fait, bienvenu, tu vois? Il y a, ceux qui veulent chercher en France, il y a la cathédrale de Chartres, il y a la Vierge
qui datait de moins une centaine d'années avant, un siècle, qui déjà préparait la venue, en fait. Et dans les 3 rois mages qui sont allés accueillir donc Jésus, en fait, dans l'histoire, il y en a qui racontent qu'il y aurait, un Égyptien, un de la région de l'Inde et un druide. Tu vois? Ça fait voir différemment, ces choses-là. Et donc c'était tout à fait bienvenu, en fait. Donc les premiers chrétiens qui débarquent en France, dont Marie-Madeleine, et les chrétiens qui arrivent aussi comme ça, sont tout à fait en phase avec les druides, en fait. C'est tout à fait en accord avec ce lien à la nature, ce lien spirituel, c'est tout à fait bien, en fait. C'est juste la puissance romaine ensuite qui va prendre cette religion vraiment à partie, qui va la elle était pas du tout comme ça au début, hein, dans les premiers chrétiens. Ils vont la paternaliser, la rendre très masculine en fait, enlever plein de morceaux de texte, de traductions qui ont été faites et cetera pour l'orienter complètement et c'est là-dessus que, à partir du IVe siècle jusque quasiment, 15e, 16e siècle, il y a une chasse aux sorcières, mais il y a une chasse au druidisme et à tout, ce qui est païen en fait, pour vraiment poser cette culture-là en fait, catholique et donc là, le choix qu'il y a, c'est soit de se mettre dans la forêt, de se réfugier, soit, bah, de se faire, exécuter, tu vois? De vraiment, dire: «Non, je ne cautionnerai pas ça et je ne me cacherai pas». Deuxième possibilité et troisième possibilité, c'est je rentre dans les ordres de l'Église et je transmets et là, ceux qui savent lire dans les églises ou dans les textes, les enluminures, il y a beaucoup de choses qui ont été transmises, en fait. Voilà et aussi, bah, ceux qui avaient quand même bien étudié, heu, les solstices, les équinoxes, les baptistes de Menhir, Dolmen et cetera, avaient une maîtrise et ont participé quand les cathédrales sont apparues, en fait. Ils étaient dedans et donc ils ont pu transmettre beaucoup de choses sur ces lieux. Il n'y en a pas beaucoup des cathédrales en France non plus, hein, il y en a 30-40. Eh bien, c'est des lieux très particuliers. Donc ils ont pu participer à transmettre là-dedans et ce qui est assez, passionnant, en fait. Mmh. Voilà et donc là, tac, si j'avance jusqu'au 17e, 18e, là, le druidisme a quasiment disparu, on connaît plus trop, mais il réapparaît par des Anglais et là, on est en 1717, donc un chiffre miroir comme ça, ou en particulier et donc c'est à Londres où il y a le néo-druidisme qui apparaît, hein. Donc c'est là-dedans qu'on est, encore à l'heure actuelle, ce néo-druidisme, par des poètes plutôt, anglais qui ont envie de refaire vivre cet imaginaire, le monde, des elfes, des fées et puis retrouver les traditions et cetera. Donc là, il y a tout un processus qui se remet en face pour faire vivre le druidisme aujourd'hui, en fait. Génial. Voilà un peu sur l'historique, tu vois? Avec des monuments très anciens et certaines possibilités assez extraordinaires, une connaissance, une maîtrise des sites qui sont encore en place à l'heure aujourd'hui, qu'on peut activer si certains connaissent et toute la trame avec, ce moment difficile, mais comment traverser des périodes pas faciles pour continuer à transmettre et à comprendre avec conscience à quoi servent ces monuments et toute cette relation à la nature et cette philosophie. Génial. Et comment toi, du coup, tu as été initiée au druidisme, comment ça s'est passé? Comment tu as reçu ces enseignements? Ouais, alors quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré cette personne et ça m'a ouvert et donc j'ai lu beaucoup et puis après j'ai rencontré des clairières, donc c'est-à-dire des personnes qui sont référents à des endroits, qui font des rassemblements. J'ai rencontré beaucoup de personnes et puis à un moment donné, j'ai rencontré l'Obod aussi, donc c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, donc c'est l'Order of Bard, Ovat and Druids, donc ça reprend les 3 classes quelque part dans le druidicat et donc c'est 400 000 personnes dans le monde. Ah, donc il y a quand même un appel qui est fort, je trouve, dans ce druidisme pour, s'y reconnecter, mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la philosophie? Je trouve que c'est bien fait parce que ça parle aussi d'autres traditions et ça fait des comparaisons qui sont, positives dans le sens de: «Ah bah tiens, on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes en fait, puis des choses qui sont différentes», comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il y a des peuples et des corps différents, donc c'est exprimé de manière différente, hein, c'est pas les mêmes histoires. Bien que si on fait un peu l'état des lieux des différentes traditions et du commencement de la genèse, en fait, quasiment toutes, c'est la même histoire, hein. Hein, il y a le son, il y a l'eau, il y a la Oui. séparation, il y a enfin, c'est assez impressionnant. Donc moi, j'ai rejoint, voilà, l'Obod et je suis effectivement certifié de ce courant-là de l'Obod
Et donc c'est intéressant parce que c'est beaucoup de monde quand même sur la terre et en même temps, les cours sont très bien faits et ça vit comme ça de façon simple. Moi, ce que j'aime le plus dedans, c'est je cite Lobot parce que je trouve que c'est un bon cursus avec des cours, tu vois, qu'on reçoit, qui est sympa. Mais il y a plein de personnes aussi à rencontrer, qui ont des formes différentes et qui permettent de créer du lien dans cette tradition qui a un peu du mal, hein. On parlait, du chamanisme là avec ces festivals et bien, vu que c'est moins en lien avec nous, c'est plus facile de s'y connecter et le druidisme et donc de peut-être aller protéger nos sites mégalithiques, comme on parlait de Karnak, ou d'être plus en lien encore avec les plantes d'ici, ou tu vois? Toute cette qualité-là ou de retrouver un yoga druidique, ça existe, mais c'est quasiment inconnu. Je sais pas qui c'est qui connaît le yoga druidique? C'est J'avais plus jamais entendu vous savez parler. pas? Ouais, voilà, parce que c'est plus adapté à notre corps, tu vois? Le yoga, il vient d'Inde avec des corps d'Indiens et c'est très bien pour eux. On n'a pas du tout la même, enfin, comme on en parlait, tu vois? Mais au niveau physique, on n'est vraiment pas fait pareil, quoi. Au niveau de la résistance, au niveau du mental et tout ça, en fait. Et donc, c'est vraiment intéressant de replonger ici. Mais voilà, comme on pouvait dire, on va être en contact, et c'est très beau aussi, hein, avec toute cette historique français qui est riche, mais qui est souffrant aussi, en fait. Et je pense qu'avec le druidisme, c'est aussi cette partie-là d'aller reconnecter en soi et dans ses propres racines. Parce qu'en reconnectant à ici, en étant peut-être moins dans l'exotique comme ça permet d'aller connecter à des racines plus profondes et d'aller, honorer, hein, une culture qui est là, multimillénaire et qui est, extraordinaire et qui jonche notre paysage avec des dolmens, des menhirs. En Bretagne, vous êtes bien placé, mais il y a beaucoup d'églises, tu sais, qui ont intégré les menhirs parce qu'ils ne pouvaient pas supprimer ce culte-là, donc ils l'ont englobé. C'est souvent comme ça, hein. Donc il y a des églises où, dans des piliers comme ça, eh bien, il y a un dolmen à l'intérieur et ça, ces Mmh. traditions-là sont perpétuées en général et donc c'est des pierres ou propres à la fécondité ou à exaucer des vœux et donc les gens connaissent, ils sont plutôt là ou dans les parcours énergétiques, c'est un coin qui est particulier. Voilà, ça peut pas vraiment être détruit, ça peut être perdu au fur et à mesure. Comme, les plantes médicinales que l'on parlait, il y a beaucoup, de pertes qui s'est passé et ça s'est fait très rapidement, en fait. Même dans des endroits assez préservés, j'ai vécu 2 ans au Pays basque. Pays basque qui a quand même une identité, et ben, en 3 générations, il y a eu des pertes énormes sur la connaissance des plantes médicinales, en fait, de la région. Mmh. Donc là, il y a un grand appel qui se fait vers les plantes médicinales et revenir vers une vision plus, un peu holistique de soi-même, de la guérison et en même temps, beaucoup de pertes, en fait et je me rends compte dans les gens qui ont envie de plonger dans cette connaissance-là, bah, il y a un peu les freins que j'évoquais. Mmh. Ouais, merci. Merci de ton partage, ça résonne beaucoup. Moi, bah, j'ai grandi dans un petit village en Bretagne et il y avait des traditions en apparence catholiques, mais quand même très païennes, tu Ah, vois. Mais moi, je m'en rendais pas compte parce que j'avais grandi là-dedans. Et c'est en quittant un peu la région et en parlant de ces traditions autour de moi où les gens me disaient, mais c'est quand même super païen comme rituel. Donc, il y a un rituel où tous les ans, une fois par an, toute la communauté va à l'église, tu vois, pour une messe. hein. Mais après, il y a un rituel de guérison à l'eau pour tout le monde. Oh, Tout le monde va dans une fontaine au milieu d'une forêt, tout le monde boit l'eau pour guérir, superbe. transmuter, etc. Et je me suis rendu compte que cette façon d'expérimenter le catholicisme en apparence était pas du tout pareil partout. Tu vois, les gens me disaient, mais c'est quand même super bizarre ce rituel et tout ça. J'étais, ah bon, bah, je sais pas. Genre, nous, tout le monde fait ça, tu vois. Donc, oui, je sens que il y a certaines choses qui se sont transmises, même si personne ne saurait dire que c'est une forme de druidisme, tu vois. Exact. Même le mot druidisme est un peu particulier quand je le teste comme ça résonne pas chamanisme, c'est comme si c'est accepté quasiment, hein, quasiment maintenant par beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a Corinne Sombrin ou des personnes comme ça qui ont beaucoup contribué, avec un film notamment et puis elle l'a branché vraiment avec les neurosciences, avec tout ça, donc il y a quelque chose qui se dépose dans la compréhension de notre époque, hein, qui est assez scientifique. Le druidisme, ça surfe un petit peu, il y a des géométries sacrées qui sont reconnues, il y a des choses, mais ça reste encore un peu, presque un peu mystique et pour moi, c'est un peu souffrant et donc il y a pas trop l'envie d'aller reconnecter et en même temps, en y reconnectant, ça ouvre à une autre puissance, en fait, hein, parce que c'est nos racines à nous, en fait. C'est pas des racines, exotiques, encore une fois et donc pour moi, puissance va vraiment avec responsabilité. Si j'augmente ma propre puissance personnelle, j'augmente, enfin, par nécessité, une responsabilité plus importante, en fait. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais.
Et est-ce que toi, du coup, le druidisme, comment tu l'as implémenté dans ta vie? Est-ce que aussi c'est un outil que tu utilises quand tu accompagnes les gens, etc. Concrètement, tu vois, si on voulait essayer de donner des exemples aux gens, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans ta vie? Et est-ce que tu arrives à amener des éléments du druidisme dans la façon que tu as d'être thérapeute? Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai, le druidisme, c'est une philosophie, donc il y a je vais peut-être redévelopper juste les 3 parties du druidisme, comme ça permet de comprendre mieux. Heu, donc il y a un 1er niveau quelque part qui s'appelle tu es marcassin. Donc le marcassin, tu vois, c'est le petit du sanglier, hein, et donc tu es au début, voilà. Dans la tradition, c'était on étudiait ton thème astral pour voir si ça valait le coup presque, que tu ouvres cette voie-là, en fait. Et en fait, c'est très pertinent. C'était un petit peu, comment on dit, la direction pédagogique, tu sais, pour savoir si tu plutôt pour aller en dans telle voie ou dans telle voie. Mais là, c'était les étoiles qui disaient ça, en fait. Et ça faisait gagner du temps pour tout le monde, en fait. Si tu es plutôt destiné à être forgeron, bah, vaut mieux aller par là qu'apprendre beaucoup de choses sur le druidisme, qui fait que ça risque à clasher à un moment. Donc c'était le rôle de ce niveau-là, en fait. Et puis ensuite, et ton tuteur c'était le sanglier. Normalement, c'était le responsable, tu vois. Le sanglier dans le langage des oiseaux, on peut le faire en 2 mots, le sang lié, tu vois? Sanglier. Donc c'est le sang lié à la nature, à la forêt, tu vois? Donc déjà, ça commence à être un peu, codifié. Et puis après, tu commences en tant que barde. Alors là, je vais prendre les images un peu, caricaturales d'Astérix et Obélix, avec ce barde qui chante avec sa lyre comme ça. Et donc c'est vrai que c'était à l'époque, hein, 7 années d'études pour être, barde et donc maîtriser beaucoup de poésie, beaucoup de vers, maîtriser certains instruments et surtout, c'était les garants, de la mémoire, tu vois? Au début, les peuples, la Genèse et cetera, c'était eux qui contaient l'histoire et ils savaient la conter d'une certaine manière pour que les gens, les époques évoluant, puissent toujours comprendre, en fait, tu vois? Donc là, déjà, c'est un premier niveau qui, en thérapie, sert beaucoup. Quel mot je vais employer avec le patient que j'ai en face? Est-ce que je l'accroche plutôt d'un point de vue scientifique? Plutôt, on va parler énergétique? Un mix des 2. Tu vois? Déjà, ça, c'est hyper important. Avec toute la puissance des sons quand, on utilise un petit peu ça, mais ne serait-ce que la voix et un son, thérapeutique. On continue avec 7 autres années quasiment, 6 et demi, et donc là, c'était les Vates ou les Ovates et donc eux, ils maîtrisent ce qui est, la divination, avec le vol des oiseaux, avec les bois, avec, une perspective, la maîtrise des plantes médicinales, mais des plantes aussi, magiques. Tu vois? Et on en a aussi des plantes magiques ici. Et donc eux, c'était vraiment leur particularité. Là aussi, ça répond en tant que thérapeute aux naturopathes, herboristes qu'on a évoqués. Il y a toute cette partie, bien-être comme ça. Et puis c'était encore 6 7 années pour devenir druide et lui, c'était, l'astrologue, l'astronome, le juriste, celui qui était humaniste, tu vois? Dans des décisions aussi et toute cette puissance-là. Il y a un adage qui est encore d'actualité qui dit que, personne ne parlait avant le roi, mais le roi ne parlait pas avant son druide. Tu vois? Donc c'était le Mmh. conseiller qui fait que le druide était dans l'axe vertical de la spiritualité et le roi était dans l'axe horizontal des décisions temporelles. Tu vois? Et ça forme une croix qui était bien équilibrée, hein, pas une croix qui tire trop vers le haut. Donc Yes. une croix qui est bien équilibrée et donc ça, c'est le druide et là aussi, eh ben, en thérapie, c'est quelque chose qui est important de: «OK, même si je capte beaucoup de choses, est-ce que c'est juste que je révèle ça à cette personne-là, en fait? Est-ce que je vais pas l'orienter? Est-ce que je vais pas aller trop vite, en fait, dans son propre processus de conscientisation, de libération? Est-ce que, c'est le bon moment pour reprévoir une séance? Est-ce que je l'envoie chez quelqu'un d'autre et que j'ai assez d'humilité pour dire: «OK, elle va par là, peut-être qu'elle reviendra» et c'est son cheminement. Tu vois, toute cette sagesse-là, en fait. Génial, OK. j'adore. Et un Et petit clin d'œil pour ouvrir aussi une parenthèse que les gens pourraient chercher aussi et challenger un peu, dans le sens de tout ce qu'on parle là, ça aussi, dans notre monde moderne, tu vois? Il y a une enseigne de bricolage qui s'appelle Leroy Merlin. Donc tu vois, il y a ah le roi oui! et Merlin le druide. Quand je te racontais cette croix spirituelle et horizontale, tu vois? Ça se retrouve. Mais pourquoi? Parce qu'une enseigne comme ça veut développer une puissance et donc elle fait appel à un égrégore qui est puissant, tu vois? Mmh, Et là, je super trouve que ça donne une intéressant. dimension énergétique incroyable dans notre époque et moi, ça fait partie des choses qui m'ont aussi réconforté. Je peux vivre ma sensibilité, mes connexions, mes perceptions particulières avec ce monde-là et réussir à le décrypter, tu vois? Les autoroutes, c'est Vinci, c'est pas anodin non plus comme mot.
tu vois? Et il y en a plein. Je laisse chercher un peu les gens. Il y en a plein, plein, plein. Et donc, c'est intéressant de se rappeler à qui appartient ce nom-là et quel est l'égrégore qu'il y a derrière et comment il peut être utilisé. Parce que tu comprends bien que le roi Merlin et donc le roi et le druide, c'est très puissant comme égrégore qui a pu être cette combinaison-là, en fait. Waouh, c'est Tu génial, vois? j'adore. Merci beaucoup. Comment, tu vois, on surfe un peu depuis le début avec des choses un peu scientifiques, des envolées un peu plus énergétiques, et comment on peut se balader dans notre époque aussi avec des clés de compréhension. Et ça, pour moi, c'est aussi du druidisme quelque part. Faire Mmh. partie de ce jeu-là, tout en décryptant bien les signes actuels de notre époque, mais aussi les signes anciens dans les églises, dans les lieux, et de savoir se balader comme ça en multi-époques. Génial, merci. Et ça me donne envie de te proposer de partager sur... tu as créé une alliance entre deux plantes médecines, une issue du chamanisme, une issue du druidisme, on pourrait dire. C'est Est-ce que vrai. tu veux nous en parler? Parce que je crois Ouais, que tu es ouais, une des ouais. seules personnes à proposer ça en France, peut-être dans le monde, je sais pas. Peut-être, écoute, ouais, ouais. C'est toujours de ce que j'aime, tu sais, je citerai, mettons, quelqu'un pour faire un peu un volet un peu scientifique, donc Linus Pauling, ça a été un prix Nobel, multi-prix Nobel, il me semble même. Il dit, lui, la vie, ce n'est pas les molécules, la vie, c'est le lien entre les molécules. Et je trouve ça très beau, en fait. C'est concret, c'est physique, scientifique. C'est pour moi aussi très spirituel, dans le sens que j'aime faire des ponts entre du très concret et des choses plus subtiles, entre des époques, et de trouver les liens qu'il y a, et de tisser les liens aussi entre les personnes, qui fait qu'il y a une map qui se crée, qui est vraiment vertueuse, je trouve. Et donc là, ça a été, quelqu'un qui me contacte, alors tu vois, de modernité, hein, via Facebook, donc voilà, et donc qui est mexicaine et qui me dit: «Waouh, c'est super, j'aimerais en apprendre plus sur le druidisme». Donc je suis super touché dans le sens qu'une autre culture vienne avec l'envie de rencontrer, une autre culture, et donc elle vivait en France à cette époque-là. Et donc je dis: «OK, super», et moi je lui dis: «Alors je veux pas qu'il y ait de question d'argent, moi je veux bien apprendre sur ta culture aussi». Tu vois? Et donc on part là-dessus. Et elle me parle rapidement du cacao et je dis: «Waouh, c'est super ce cacao-là, je connaissais pas», donc ça fait quelques années là, et donc je fais une cérémonie avec elle, donc vraiment dans les codes, bien mexicains et cetera. On a même été jusqu'à, torréfier nous-mêmes un peu ce cacao, à vraiment tu vois, après l'écraser, enfin essayer de retrouver des choses avec des photos qu'elle me montrait de là-bas, où ils écrasaient avec les pierres, enfin tu vois, vraiment trouver quelque chose de vrai, j'ai envie de dire. Et puis me vient mon nez bah, ce que je dis depuis le début, «Ah mince, c'est encore exotique cette histoire, donc j'aimerais bien voir les plantes d'ici». Mais en même temps, j'étais touché par ces cacaos que j'ai trouvé très, très cœur, très corporel. Je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose qui est très beau, en fait». Et en disant le lien, j'adore les liens, et ben, je me suis dit: «Tiens, comment faire un lien?» Et là m'est venue de comment, mêler notre plante un peu emblématique d'ici, qui est le gui, dans cette tradition druidique, et je me suis dit: «Mais est-ce que ce serait possible de mêler le cacao et le gui comme, rituel, tu vois? Et comme, approche?» Et donc là, on l'a fait sérieusement dans le sens, on a demandé aux abuelos, donc un peu aux chamans du Mexique de cette tradition-là, est-ce que c'était OK pour eux? Parce que je me suis dit: «L'idée est sympa, mais est-ce que les égrégores sont d'accord? Et est-ce que les représentants des égrégores sont d'accord?» Eh bien, ça a été très rapide. En 15 jours, on a eu l'accord. Ils ont été ouverts à ça et qu'on puisse, mélanger les cultures et les approches et les deux esprits, les 2 substances, en fait. Et ce qui est beau, je trouve, à l'heure actuelle, c'est qu'on le développe avec ma compagne, et donc il y a comme un croisement entre le cacao qui va être terre et cœur, le gui qui est une plante qui ne touche jamais terre, donc qui est, extraordinaire, hein. Elle est vraiment extraordinaire, et elle, elle va plutôt stimuler le troisième œil et le cœur aussi, hein. On s'embrasse sous le gui, et donc ces 2 là se rejoignent au niveau du cœur et apportent chacune, une polarité, hein, yin-yang, et donc on fait ça avec ma compagne, donc sur un yin-yang aussi, et ça permet de développer les capacités, les perceptions, à mon sens, tout en étant bien intégré dans le corps et en faisant des allers-retours très, corporels terre, et aussi très, très ciel, et plus subtil, en fait. Donc je suis ravi de ce mix-là, tu vois, qui mêle 2 traditions en respectant chacune, mais en ayant les caractéristiques aussi de chacune. Mmh. Génial, merci. Si les personnes sont intéressées, elles peuvent. C'est surtout sur Lyon que vous proposez les cérémonies ou est-ce qu'on peut expérimenter? Écoute, on en a fait à Lyon, là on est vers Bordeaux aussi et au Pays basque. L'idée, c'est s'il y a une impulsion d'envoyer un mail, et ça sera avec plaisir de Ok. faire découvrir, parce que c'est pour avoir des personnes qui ont connu des cérémonies cacao simples, et bien, et quand elles viennent le vivre comme ça avec nous, eh bien, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est différent.
Et je suis assez content d'avoir ces retours-là, en fait, ça permet d'expliquer beaucoup de choses derrière qu'effectivement, il y a d'autres plantes, mais donc il y a notre esprit qui est à l'œuvre et ça peut se compléter, en fait, si chacun est bien, respecté au début. Mmh. Génial. Merci beaucoup de ce partage. Et est-ce que tu veux, je vois le temps qui passe et tout ça, est-ce que tu veux Mmh. partager le film? Et puis comme ça, on peut Ouais, clôturer sur le film que tu portes depuis plusieurs années et qui là arrive à une forme presque d'aboutissement et auquel les gens peuvent contribuer. exact. Écoute, ça peut être une belle clôture dans le sens que, j'ai vécu des choses un peu incroyables, ça fait partie des choses incroyables. Je t'ai raconté un peu en off comme ça, donc j'ai été dans les fêtes médiévales, j'en parlais par rapport à cette rencontre-là. Donc moi, j'étais un jongleur, tu vois? Avec des bolas, avec, avec des balles de jonglage. Je faisais partie d'une troupe et tout ça, j'aimais beaucoup. Sûrement qu'il y avait du karma là-dedans, hein. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant, quasiment 10 ans, un amateur. Et puis, il y a une amie qui m'appelle pour aller, tourner, c'était une toute petite scène, hein, dans un film sur les cathares, pour aller, dans un banquet faire un petit spectacle de feu. Alors l'idée me plaît bien d'aller voir un peu le cinéma, dedans, hein. Et donc je dis oui, c'était sur une demi-journée. Moi, je trouve l'expérience sympa d'être, immergé dans un studio de cinéma avec reconstitution et tout, l'intensité qui peut se vivre. J'ai vraiment été touché de ça. Il y a presque un rituel qui se passe de quand, allez hop, c'est parti. Il y a vraiment une magie qui opère, qu'il faut réussir à capter, qui est pas évidente, hein. Et puis voilà, après c'est fait. Et puis donc il y a ce réalisateur qui fait les films donc sur les katas, bon, on matche bien comme ça et puis après il me rappelle 4 jours après, hein, c'est véridique, hein, et il me dit: «Écoute, j'ai rêvé de toi, on a un film à faire ensemble». Alors j'avoue qu'au début je ris un peu, j'étais à Toulouse à l'époque mais je dis: «Oui», l'idée me plaît beaucoup et donc au début on était sur la nature et puis la nature on évolue rapidement dans le sens de se dire la nature, la guérison en fait. La guérison en lien avec, l'homme, la guérison de la nature aussi, hein, et ce grand thème-là, en fait. On se rencontre 3 jours dans les Pyrénées pour apprendre à se connaître, après cette intuition comme ça, hein, et voilà, on fait un rituel entre nous, donc quelque chose de très beau qui nous engage pour, porter cette œuvre-là. Je l'explique comme ça parce que je trouve que c'est beau de autant d'ouvrir un cabinet, que de monter une association, que peu importe, de prendre le temps de ritualiser, j'espère que ce mot-là ne fait pas peur, mais dans le sens de prendre peut-être le temps ou une qualité de présence qui permet de dire: «OK, avec celui-là, bonjour» ou avec cette association-là, bonjour, sur les multiplans et donc c'est ce qu'on a fait. Ça fait maintenant 4 ans et demi et donc on a interviewé, écoute, plein de personnes pour se poser la question: «Qu'est-ce que c'est la guérison, en fait?» Est-ce qu'elle a lieu cette guérison? Dans quel endroit? Est-ce que ça dépend de l'autre? Est-ce que ça dépend de soi? Est-ce que ça dépend d'une croyance? Plein, plein de choses. On a été allé interviewer, une quarantaine de personnes, des personnes très connues comme, je te disais donc, Annick de Souzenel, Aude Doul, Stéphane Cardino, plein de personnes connues, des personnes pas connues et on a voulu faire un fil de l'histoire sur 20 000 ans. Donc on a interviewé aussi des spécialistes de la préhistoire qui nous ont ouvert une vision sur la préhistoire pas avec, des Cro-Magnons très très brutes de pommes en fait, mais avec l'art pariétal et ses lectures des peintures, qui était vraiment comme un passage, presque un digicode si je veux prendre une image, tu vois? Comme un passage pour ensuite aller connecter au monde des esprits et donc se rendre compte de la qualité de la guérison qui existait déjà pour eux, avec la connaissance de l'aspirine issue de la nature, avec les fractures qui étaient réparées, avec beaucoup, beaucoup de choses en fait, qui étaient très, très maîtrisées et une vision aussi très holistique. Ça, c'est intéressant de s'en rendre compte et de le découvrir. Ce qui fait qu'on n'est plus sur un système pyramidal où l'homme ne fait qu'évoluer, mais peut-être qu'il y a eu des choses avant qu'on a perdues en fait, hein, ça remet les choses en place. Donc on explore ça, le leitmotiv, c'est de ne pas juger. Chaque chose a est une évolution et on fait qu'un constat, donc on tisse un fil de l'histoire comme ça. On parle un peu d'hydroïdisme évidemment et de la chasse aux sorcières qu'il y a eu, j'ai pas continué dans mon fil historique, mais ça a été cette continuité, où les druidesses étaient autant importantes que les druides. Là encore, un autre clin d'œil, à l'heure actuelle, il y a Velleda qui existe encore, le laboratoire Velleda. Velleda, c'est le nom d'une druidesse. OK. Mmh. Donc on parle aussi du rapport à la nature et puis on va explorer avec des chamans contemporains, avec des médecins, avec vraiment différents focus en fait, pour se demander: «C'est quoi la guérison?»
Voilà. Donc c'est Génial. vrai que là, on a fait toutes les interviews, heu, on est super content de ce qui s'est passé, de ce qu'ont pu nous partager les spécialistes. Mais pour qu'il y ait vraiment une immersion, on a envie de, outre ces interviews, de les, superposer, tu vois, avec des reconstitutions historiques le plus, respectueux possible pour, plonger, le spectateur dans une immersion, en fait. Et là aussi, j'ai rencontré donc, ce Freddy-là qui est dans une même sensibilité qu'on partage, pour vous dire le petit rituel qu'on a dit au début. Et donc on fait vraiment attention quand on a filmé, le temps qu'on a avec la personne, mais aussi sur les lieux. Est-ce que le lieu est d'accord pour qu'on filme ça ou pas? Donc ce film est issu vraiment d'une belle sensibilité qui permet de capter, heu, autant de chez la personne que dans des lieux, des vibrations qui vont eux-mêmes transporter le spectateur, en tout cas, on le monte en ce sens-là et on espère de ce qui va se passer, avec ces reconstitutions qui sont faites avec soin, pour embarquer vraiment dans une expérience. Ne pas être qu'un spectateur, mais être un peu acteur, en tout cas embarqué dans cette expérience, pour explorer quelqu'un qui ne croit pas trop, mettons, au chamanisme aux neurosciences ou à des choses qu'on a explorées comme ça, qui puisse quand même goûter cette chose-là, ou l'homéopathie avec un spécialiste, mettons, un Marc Henry, spécialiste de l'eau, et qu'on puisse être immergé, pour faire un jeu de mots, et comprendre, qu'est-ce qui se passe, mais pas que intellectuellement. Je le dirais comme ça pour ouvrir à beaucoup de possibilités. OK? Génial, génial, merci. Ça promet d'être un beau projet. Et du coup, tu as eu un appel à faire aux personnes qui se sont appelées, qui peuvent contribuer au projet pour notamment tout ce qui sont les reconstitutions à faire pour reconstituer les scènes de ce qui se passait à l'époque, etc. C'est ça, hein? Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, on est sur le moment où on va passer sur les reconstitutions. On en a fait une partie. Il y a des budgets un peu supplémentaires qui sont demandés pour les spécialistes, et tout ça, et donc on fait un crowdfunding pour, bien finir et espérer que ça sorte en, fin d'année 2024. Voilà, donc s'il Génial, y a des gens qui sont, motivés à participer, ce sera avec grand plaisir. génial. Je mettrai le lien du crowdfunding. Le nom du film, est-ce qu'on l'a déjà ou vous savez pas encore? Exact. Guérison, guérison, Guérison. Donc si l'harmonie entre les mondes. super. Mmh. Si vous avez du coup envie de contribuer, même avec quelques euros, hein, j'imagine que le crowdfunding est ouvert à partir de petits montants. Bien sûr. Vous pouvez contribuer à ce projet que Nicolas porte et ce sera une joie d'aller le voir, j'espère, en salle pour Noël 2024, on va dire. Ouais, 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 il y aura les spécialistes qui seront là aussi. Donc, il y a vraiment des chamans Gorka, chaman au Pays Basque, qui a lui aussi voulu combiner une culture, tu vois, du Pays Basque avec le chamanisme et faire vivre cette tradition-là aussi. Bref, plein de gens, France, Belgique, Suisse, tu vois? Avec des différents acteurs qui pourront intervenir et parler aussi de leur vision. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir chacun à sa vision, je pense, de la guérison. Là, c'est d'ouvrir aussi à d'autres endroits pour questionner de où ça se passe, la guérison, en fait. Waouh! Qu'est-ce que c'est un miracle, par exemple? Mais qu'est-ce qu'on a dit de miracle, tu vois? On va explorer ça aussi, se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que le miracle, c'est pas l'extraordinaire qui est en fait ordinaire? C'est juste qu'on a perdu conscience de certains paramètres. Bref, quelques points comme Génial, ça. j'ai hâte. Bah, merci beaucoup Nicolas de porter ce projet et puis de tout ce que tu nous as partagé. Je pense que peut-être tu reviendras pour d'autres Avec partages, plaisir, écoute. tellement c'est riche. Et puis, est-ce que tu veux partager aux gens où est-ce qu'ils peuvent te suivre ou te retrouver ou une actualité que tu voudrais partager au-delà du Ouais. film? Alors le mieux là j'ai un site internet qui est à jour pour 2023, c'est déjà booké en fait, mais je mettrai à jour pour, le film, que les gens puissent, suivre, l'évolution. Ouais, le lien, tu pourras le mettre. L'idéal, c'est sur mon site et après les newsletters de vous enregistrer, comme ça sera le plus simple. Les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, j'ai pas trop le temps d'y aller, donc c'est pas là que je serai le plus performant. Mais sur le site internet, comme ça vous pourrez voir un petit peu l'histoire, les différents stages qui sont proposés avec la nature, un peu des choses qu'on a pu parler là et quelque chose que je transmets beaucoup avec joie aussi, qui est les stages pour bien vivre sa sensibilité. On en a parlé un petit peu à un moment, voilà, de comment réapprendre à quelle est ma sensibilité à moi. Chacun a une sensibilité particulière qui a à découvrir ou à reconnaître. Génial. Merci beaucoup Nicolas. Et puis à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le partager. Je pense que c'est un épisode où on partage des choses assez rares, uniques. Donc vous pouvez le partager autour de vous. Vous pouvez noter aussi, laisser un petit commentaire sur les plateformes. Ça aide toujours à rendre l'épisode plus visible, à Mmh. soutenir là, le message qu'on a porté avec Nicolas. Et puis voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à contacter Nicolas
Peut-être aussi, si vous voulez vivre un soin de l'Atlas, tu pourras leur transmettre des coordonnées de gens que tu as formés. Ouais, exact. Il y en a pas, hein, il y en a en France un peu partout, Paris, Lyon, Pays Basque, Bordeaux, et ouais, en France. Génial, super. Bah, Super, merci merci beaucoup, beaucoup Anaïs, Nicolas. c'était chouette, merci de tes questions pertinentes et c'était super moment partagé. Oui, avec joie. À très bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.